Vous avez passé de 0 à 2 millions d'ARR en 4 ans sans levée de fonds. C'est quand même exceptionnel. L'argent, ça brûle les doigts et il y a beaucoup de boîtes qui vont se tuer à trop dépenser, trop vite. Ils vont embaucher des tonnes de salariés, plein de sales et compagnie. Et la réalité, c'est que c'est pas toujours si facile que ça. On a attendu d'abord de se payer nous avant d'accepter de payer quelqu'un. C'est vrai que ça, c'est un des premiers conflits qu'on a eu, c'était l'argent. Il y a des gens qui disaient, mais vous êtes fous, lâchez pas un tiers de votre société pour un gars qui sort de nulle part. On a passé un temps fou dessus et on a dépensé beaucoup d'argent pour rien. On a dépensé près de 230 000 € dessus quand même. Okay. C'est pas rien. Comment tu la vois l'IA dans l'avenir, surtout pour les développeurs? Tellement impossible d'imaginer ce qui va se passer. Bonjour François. Bonjour Ader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour m'avoir invité. Ravi de te recevoir. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que vous connaissez peut-être, sans vraiment le reconnaître. Donc, elle est derrière une des plus grosses réussites de la French Tech, bootstrappée dès le début. C'est quelque chose qui arrive rarement en France. Vous avez passé de 0 à 2 millions d'ARR en 4 ans, sans levée de fonds. C'est quand même exceptionnel. Mais toi, tu n'étais pas devant la scène, tu étais derrière. CTO, cofondateur et builder dans l'ombre. Donc, peut-être vous savez de quoi on parle, c'est Lemlist. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on ne voit pas en fait devant la scène quand on monte des boîtes dans la tech. On va parler des doutes, des erreurs, des moments où tout peut s'arrêter, mais on tient quand même un fil, on essaye d'avancer. En tout cas, bienvenue à toi. Merci à toi de m'inviter, et puis j'espère que je vais pouvoir apprendre des nouvelles choses et partager une partie qui n'aura peut-être pas été encore publiée et montrer un peu le dessous du capot de Lemlist et de notre aventure. Ok, très bien, ça marche. Avant toute cette aventure-là de Lemlist, t'étais qui? Alors, moi, c'est François Lecroix. J'ai commencé dans l'informatique. J'ai fait mes études à l'université de Lille 1. J'ai fait différents jobs et avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais chez Netask. Netask qui est une solution de firewall et de sécurité réseau. J'y ai travaillé pendant 5 ans, j'ai bien aimé. Et il y avait quand même une envie derrière, à ce moment-là, déjà de vouloir créer mon propre produit pour être autonome, pas dépendre d'un patron, de ses avis, de sa vision de l'entreprise. En 2015, mon frère qui a 7 ans de plus que moi et qui entreprenait déjà, avait été embauché chez eFounders et il m'a proposé de le rejoindre pour l'aider sur les projets internes d'eFounders. Donc eFounders, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, eFounders, c'est un startup studio sur Paris qui est derrière des très belles licornes comme Front ou Aircall. Et donc c'est une vraie pépite où ils construisent des startups vraiment en interne. C'est pas, ils sont pas là pour incuber des startups, ils sont là vraiment pour trouver des fondateurs qui vont porter leurs projets et les aider à faire des licornes. Okay. Donc eux, ils ont vraiment une optique de startup classique comme on les voit avec des levées de fonds et des grosses valorisations. Et en travaillant pendant 6 mois chez eux, avec Vianney, on se sentait un peu frustré parce que du coup, créer une licorne, c'est très différent de créer une entreprise bootstrap. Pour faire 1 milliard de valorisation, faut passer par des levées de fonds qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Il faut créer un produit qui va vraiment disrupter un marché. Et avec Vianney, nous, on avait plutôt une ambition de créer une petite société, mais bootstrappée, qui fonctionne uniquement sur l'argent de ses clients. Okay. Et donc ça, on avait déjà cette envie. Mais pourquoi vous avez un problème avec les levées de fonds, avec les fonds d'investisseurs? Non, c'est juste que les levées de fonds, ça peut être aussi un piège très difficile, parce que quand on a beaucoup d'argent, l'argent, ça brûle les doigts, et en fait, il y a beaucoup de boîtes qui vont se tuer à trop dépenser, trop vite, à s'être persuadés qu'ils vont embaucher des tonnes de salariés, plein de sales et compagnie, et que ça va marcher. Et la réalité, c'est que c'est pas toujours si facile que ça. Monter une équipe, c'est compliqué. Bien recruter, c'est très compliqué. Et nous, on n'avait pas envie de gérer des tonnes de salariés. On n'avait pas envie de faire une énorme entreprise, parce que c'est des responsabilités compliquées et que nous, on sentait qu'on n'avait pas. Et donc, on n'avait pas envie de partir là-dedans. On préférait avoir quelque chose plus, une petite entreprise à papa, on va dire. Ok. Mais c'est incroyable, maintenant, dans le domaine de la start-up.
En fait, les gens, ils ont l'idée. Le premier truc qu'ils pensent, ouais, je levée de fonds en direct, j'ai envie de rencontrer un investisseur, un BA, alors qu'il n'y a même pas de produit, il n'y a rien en fait. Ouais. C'est incroyable, ok. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut lever pour les bonnes raisons. Il y a des entreprises, elles ont besoin de lever, et c'est vraiment une nécessité pour que le projet réussisse. Ouais. Typiquement, je ne pense pas qu'on peut faire un Mistral en bootstrap. Très compliqué. Très compliqué, ouais. Par contre, il y nous, a on a réussi. l'infra derrière qui nécessite. C'est ça exactement. Et par contre, je pense qu'il y a tout un tas de projets qui peuvent bootstrapper. En fait, le problème du bootstrap, c'est que c'est beaucoup dans l'ombre. Les médias en parlent jamais. Ils parlent que des levées de fonds, des millions qui ont été levés par telle boîte et telle société. Mais ils parlent jamais des Odoo qui font des millions uniquement sur leurs fonds propres, sans lever, et d'autres entreprises comme ça. Ok. Très bien. Et du coup, là, c'est parti de eFounders, en fait, cette volonté d'entreprendre. Clairement, à eFounders, il y a tellement d'émulsions. Tu rencontres plein d'entrepreneurs, il y a plein d'idées. C'est vraiment un bouillon d'entrepreneuriat. C'est impossible d'être chez eFounders et de ne pas avoir envie un moment de monter sa boîte. Très compliqué. C'est ça, c'est pour ça que l'environnement, c'est important en fait. Complètement. Quand tu as envie d'en prendre, c'est entouré de ces gens-là. Ouais. Ça aide beaucoup en fait. Et du coup, après eFounders, on a décidé de créer notre premier projet. Et avec mon frère, on avait envie... justement, on en avait marre de bosser sur des projets dans l'ombre pendant longtemps. Donc on s'était fixé comme objectif sur un hackathon, créer le projet et le présenter la semaine suivante à des gens. Et le petit défi qu'on s'était lancé, c'est qu'avant le hackathon, on avait appelé des gens, on leur a dit « Ah, on est en train de travailler sur un projet, on voudrait te le présenter ». Et donc on a pris des rendez-vous la semaine après du hackathon, sachant qu'on n'avait encore rien codé. Et on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Excellent. Mais c'était le but de nous dire, on a une deadline, on n'a pas le choix que de faire quelque chose. Ouais, vous vous êtes mis une pression positive, quoi. Ouais, c'est bien. Et après, on avait déjà des envies. Typiquement, on savait que Slack, on adorait Slack, ils étaient en train de sortir leur marketplace. On s'est dit, faut en profiter, on a envie de faire un truc dans Slack. Et la réflexion qu'on a eue pendant le hackathon, c'est Slack, c'est cool, qu'est-ce qu'on peut faire autour? Et puis on dit, attends, Slack, c'est des discussions internes, est-ce qu'on pourrait pas intégrer des discussions externes, par exemple des discussions sur un site web? Donc on a regardé l'API et on sent que c'est pas fait pour, mais on a réussi à tordre un peu le produit pour faire que c'était possible de directement depuis le site web qu'un client puisse parler et que ça revienne dans Slack et que quand on parle dans Slack, ça revienne au client. Ouais. Et de faire le canal comme ça. Et donc on a fait ça sur le hackathon, vraiment le prototype de chez prototype, où il y a un fil rouge qui fonctionne, si tu dévies, ça marche plus. Mais on a pu le présenter à quelques potes qui ont trouvé le projet vachement intéressant. Et ça nous a donné la validation qu'il fallait y aller et qu'on a donné quelque chose. Ok, c'est très bien. En fait, vous avez fait le schéma idéal en fait. De la Silicon Valley, c'est de vendre avant d'avoir le produit en fait. C'est ça. Okay. Après, on avait quand même un échantillon de produit, on avait quelque chose. C'est juste qu'il n'était pas assez fiable pour marcher, quoi. Ok. Et ce projet-là, vous avez réussi à le commercialiser par la suite. Il s'appelait comment du coup? Il s'appelait Talkus. Okay. Et donc ça permettait de faire du chat dans Slack. Bon, on a lancé en tout cas donc Talkus en début d'année. Ouais. Et ce qui était marrant, c'est qu'on a eu un ancien collègue de eFounders qui nous a mis sur Product Hunt. Sauf que comme on avait lancé le 1er janvier, on n'avait pas envie de faire un Product Hunt le 1er janvier. On va dire personne va nous voter, ça n'a pas marché. Donc on a réussi à le couper. Et on ne sait pas pourquoi. Le lendemain matin, ça a été remis sur Product Hunt, il a été relancé. Et là, on a dit, tant pis, c'était vendredi 3 ou 2, je me souviens plus. Et en début d'année, donc il n'y avait pas beaucoup de projets. Mais l'avantage, c'est que comme il n'y avait pas beaucoup de projets, on était vite dans les premiers. Et on a réussi à finir top 1 de la journée. Et donc, on était plutôt fiers de nous. Ouais. Surtout que Product Hunt, en 2016, c'est pas comme maintenant. C'était moins compliqué déjà de rentrer dedans. Ouais. Et aussi, il y avait moins de concurrence. C'était vraiment une autre époque. Ouais, c'était plus facile de percer sur le site. Et tu parlais de la commercialisation. Ouais. J'ai pas répondu, je crois. Ouais. Et donc, la commercialisation, on a essayé de faire le paiement le plus vite possible. Donc, je crois qu'on l'a fait en 1 ou 2 mois après. On a intégré Stripe. Et là, on a réussi à avoir un peu de croissance grâce beaucoup au marketplace de Slack, qui nous a apporté des clients naturellement. Ouais. Et on voyait bien, c'est que Slack mettait en avant certains projets. Et on avait un concurrent qui a été mis en avant plusieurs fois, et nous, on n'a jamais été mis en avant. Et pourtant, on a essayé de pousser, on a fait de notre mieux, mais on n'a jamais réussi à être mis en avant sur la marketplace. Et je pense que ça nous a
ça a été un peu difficile du coup d'avoir de la croissance avec la concurrence qui, elle, était mise en avant. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est toujours comme on parlait tout à l'heure, hein, c'est la chance. Des fois, on a cette chance-là qui est avec nous. Des fois, on l'a pas parce que voilà, il y a quelqu'un qui est avant nous, il y a pas on n'a pas cette mise en lumière et du coup, ça pénalise un petit peu. Ouais. Quand on a un produit concurrent et que le besoin il est pas énorme, c'est-à-dire que les gens qui vont acheter ça, ils vont partir soit sur l'un, soit sur l'autre. Bah là, comme les concurrents étaient américains, un peu plus gros, je pense que Slack avait plus envie de mettre en avant un ami américain que des petits Français. Ouais, alors je sais pas si c'est ça, hein, mais on sait qu'il y a un jury qui vote, un petit groupe dans Slack qui s'occupe de choisir les entreprises qui sont mises en avant, les projets qui sont mis en avant, et nous on n'a jamais réussi à en faire partie. Ouais. Et c'est comme ça après, c'est la vie quoi. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, on parle toujours des premiers succès, mais jamais rarement des premiers échecs, des premiers projets qu'on a ratés. Donc là, ça t'a permis de... ça nous a permis de nous lancer et d'avoir un peu de revenus quand même. On avait atteint 7 000 € d'MRR quand même, en 2 ans à peu près. On était incubé chez The Refiner, donc un incubateur américain. Qui était tenu par Carlos Diaz, et donc on a été incubé 3 mois à San Francisco pour essayer d'atteindre le marché américain. Donc c'est là aussi qu'on a essayé de rentrer en contact avec Slack, avec les différents prestataires, et on a essayé de faire promouvoir notre projet, mais on a bien senti, c'est surtout qu'on atteignait un plateau et que notre idée, on avait du mal à bien la commercialiser. On avait vraiment notre seul go-to-market, c'était la plateforme, le marketplace de Slack. Et on n'avait pas d'autres moyens vraiment de se faire connaître. On avait quelques petits articles de blog, mais le SEO, c'était pas vraiment notre point fort. Et on sentait qu'on avait des petites lacunes là-dessus, quoi. Et du coup, si tu devrais faire les choses différemment, ça aurait été quoi ? Qu'est-ce qui aurait permis de peut-être relancer la machine Un truc que j'ai découvert après, c'est qu'il y a une petite formule qui marche plutôt bien pour tout ce qui est SaaS, qui permet, grâce à ton MRR, ton churn et ta marge, de définir un peu de calculer d'avance le plateau que tu vas atteindre. Et ça, en fait, on l'a recalculé, qu'on a trouvé la formule, et on s'est aperçu qu'en fait, on avait atteint ce plateau-là et que c'était juste mathématique. On n'avait pas moyen de passer ce plateau, sauf à changer une des variables, soit réduire le churn, mais il était déjà très bas, soit il fallait augmenter le tarif pour améliorer le panier moyen, ou en tout cas, il y avait quelque chose à faire, mais ça nous aurait peut-être poussé à trouver une solution, plus que se dire on avait un plateau et on ne savait pas trop sur quel biais jouer pour s'améliorer. Et il y a le côté où quand on était deux tech, c'était compliqué de trouver je pense que la solution c'était plus une solution marketing qu'il nous fallait, et à deux tech on n'aurait pas réussi à trouver quelque chose. Donc ça aurait été un troisième personne qui vous rejoint, peut-être qui fait du marketing ou du SEO pour aller booster un petit peu la visibilité. Soit du SEO, soit qui trouve un moyen d'atteindre un marché où le produit aurait pu percer facilement. Ok, très bien. Et ça marche. Et du coup, la suite de ce projet-là, j'imagine que vous avez continué quand même à deux à entreprendre. En fait, en revenant de San Francisco, on avait créé des liens avec d'autres entrepreneurs, dont Phantom Buster, qui a rejoint Station F. Et grâce à eux, on a réussi à trouver une place là-bas aussi, avant l'ouverture, pendant l'été. Et c'est comme ça qu'on a réussi à mettre un pied dans Station F et après à y rester. Et c'est là qu'on a pu commencer à rencontrer Guillaume. Donc Guillaume Aubèche pour le projet Limlist. C'est ça. Et du coup, c'était quoi la rencontre comment ça s'est passé, cette rencontre magique là, qui a pu créer cette aventure la rencontre, elle a tenu à pas grand-chose, mais c'est avec Vianney, comme on tournait un peu en rond, on voyait bien que c'est pas rajouter des fonctionnalités qui allaient faire exploser le projet. Il s'est dit, Station F, c'est une pépite, il y a des milliers d'entrepreneurs, c'est très gros, et ça manque de communication, d'entraide. Et on a créé un petit projet qui s'appelle Firestorm, et c'était un projet où tu connectais ton compte Twitter, et l'idée c'est à chaque fois que quelqu'un va mettre un tweet, il va être retweeté par tous ceux de la communauté. Et à chaque fois que tu fais du coup un retweet, tu gagnes des points. Et quand tu as assez de points, tu peux mettre ton tweet et être poussé par la communauté. Donc ça permet de... C'est une sorte de pod, de pod pour Twitter.
Et c'est ça, c'était le but de s'entraider entre entrepreneurs de Station F. Ouais. Et l'idée, c'est que ce soit limité aux gens de Station F. Et sur ce, on a créé le projet, puis on voulait quelqu'un pour nous aider à rédiger la landing page. Et en fait, c'est là que Guillaume nous a proposé de réécrire le wording et de travailler. Et c'est comme ça qu'on a eu le premier contact avec lui. D'accord, ok. Donc en fait, à cette époque-là, lui, il était plus orienté landing page, marketing Pas du tout. Lui, il était très business, mais il était très bon copywriter. Okay. Et donc, c'est là qu'il a proposé son aide, parce que comme nous, on est deux tech, on n'est vraiment pas très bon pour tout ce qui est wording, pour créer des textes un peu attirants. Et donc, c'est là que lui, il avait quand même des compétences là-dedans. Et ce projet-là, c'est intéressant. Du coup, c'en est où Je crois qu'il est mort dans l'œuf. Au final, il n'y a pas grand monde qui a été intéressé. On l'a lancé un petit peu, puis en fait, avec Guillaume, comme on a eu d'autres idées, d'autres projets avec lui, Firestorm est tombé un peu aux oubliettes et on l'a abandonné. Ok. Ça aurait pu marcher aussi pour LinkedIn, ce genre d'idée, quoi. Complètement. Vu que c'est d'ailleurs un des projets qu'on a créé avec Lempod, qui est un outil qui permet justement de créer des petits groupes qui vont s'entraider sur le post LinkedIn. Ouais. Mais ça, c'est une idée qui est arrivée après Lemlist. Okay. En fait, Guillaume, à l'époque, était déjà dans des groupes, dans des petits pods, mais manuels. Il disait, ce serait trop bien de pouvoir automatiser. Le problème, on est obligé de regarder derrière tous les gens, s'ils ont bien liké, s'ils ont bien commenté, pour leur donner des points, pour motiver les gens. Et c'était très dur de garder de la motivation pour les gens, pour poster, pour qu'ils likent et qu'ils mettent des commentaires et qu'ils soient engagés. Ouais. Et là, l'idée, c'était d'automatiser ça pour être sûr que l'engagement soit là, quoi. Okay. Et qu'il n'y ait pas des gens qui le fassent, mais genre 3 jours après. Okay. Et à force de nous en parler, on s'est dit, vas-y, on se motive. On a fait ça sur un week-end, on a eu un petit proto vite fait. On a vu que ça a marché pas mal. On l'a bien finalisé en quelques semaines. Et au final, comme il était déjà dans quelques pods, il l'a partagé et ça a vite lancé le truc. Ouais. Non, c'est intéressant, ce système de pods-là, en fait. Ça permet de donner de la visibilité rapidement, en fait. C'est ça. Après, l'algo aime pas trop non plus parce que c'est un peu limite. Ouais, c'est le contre-algo, quoi. Ouais. C'est ça. Mais après, ça donne aussi du courage pour les gens qui commencent à écrire. Ouais. Parce que quand tu crées un post sur LinkedIn, que tu as 0 like, c'est dur de se motiver. Là, au moins, avec un pod, tu mettais $5 et tu étais garanti d'avoir quelques likes, quelques commentaires et donc avoir un peu de traction. Ouais. Et ça permettait de motiver aussi les gens. Après, il y en a qui en abusaient, qui rejoignaient plein de pods, qui mettaient des posts qui n'avaient rien à voir avec les sujets. Parce que l'idée, c'était de créer des groupes thématiques dans différentes industries, dans différents métiers, que du coup, si quelqu'un like, c'est quelqu'un du métier, de l'industrie, et qui va mettre un commentaire plutôt... du coup, c'est crédible, en fait. C'était le but. Ouais. Non, c'est crédible aussi pour la personne, parce qu'il ne va pas liker, commenter n'importe quoi, en fait. C'est ça. Et l'idée, c'était aussi on était à des commentaires automatiques, mais l'idée, c'était que la personne qui crée le post mette des commentaires un peu intéressants par rapport au sujet qu'il avait mis, pour que ça fasse quelque chose de un peu plus réel et un peu mieux. Après, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même beaucoup de gens qui laissaient les commentaires par défaut, du genre « Ah, super bonne idée », ou des choses un peu bateau qu'on mettait par défaut, malheureusement. Ok. En fait, ça change pas. Mais maintenant, je ne sais pas si tu regardes sur LinkedIn, tu voyais des commentaires faits par l'IA à des posts faits par l'IA. C'est marrant. Et on en voit de plus en plus. Ouais. Et du coup, comment vous avez eu l'idée de Lemlist par la suite avec Guillaume ? C'est une idée au début, on a présenté d'abord nos idées à Guillaume et il a été pas emballé, il les sentait pas trop. Et lui, comme il avait fait Lead Guru avant, si je me souviens bien, c'était ça. C'était une agence qui faisait de la prospection. Et il n'avait pas trouvé d'outils vraiment pratiques. Donc il nous en a parlé. Et puis on s'est dit, ce serait bien, mais il faudra un outil, quelque chose un peu différenciant. Et nous, on avait pris le parti déjà de faire du drip email. Alors à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. C'est-à-dire que c'était d'envoyer des emails plus au compte-gouttes et pas envoyer des masses de mails, des milliers de mails par jour. On voulait que les gens envoient des petits mails, pas tous les jours, une dizaine, cinquantaine de mails avec des relances automatiques, mais les faire vraiment au compte-gouttes pour éviter cet effet spam. Et puis aussi pour pouvoir ajuster soit le message, soit la cible, pour faire de l'A/B testing. Et en fait, il y avait... Si je ne me trompe pas, c'était Guillaume Cabane qui avait fait un article où en fait il avait fait un mail où dedans il avait mis une image personnalisée, mais c'est une image qu'il avait créée lui-même pour chaque mail qu'il avait envoyé. Il avait remodifié le template de dessin, d'image, et qu'il avait eu des très bons résultats. Et on s'est dit, tiens, on pourrait se baser là-dessus, essayer de l'automatiser et de intégrer des images personnalisées
dans les emails. Ok. En fait, ça permet d'avoir toujours un mail différent. C'est ça. Du coup, c'est pas vu comme un spam parce qu'à chaque fois, c'est personnalisé par la personne, en fait. Les gens sont pas habitués à avoir des images personnalisées dans un email. À la limite, une image générique qui est envoyée à tout le monde, ok. Mais là, tu vois une image avec ta tête dessus, ça attire l'attention et tu vas regarder le mail différemment. Ok, ça marche. Et du coup, c'est là où vous avez dit, il y a un produit à faire. Et vous avez commencé directement à bosser dessus, quoi. Vous étiez combien, du coup, au départ? Vous étiez 2? On était 3 avec Guillaume. Guillaume qui s'occupait de toute la partie marketing, business. Et moi et Vianney, où on s'occupait tout de la tech. Ok. Et ça a duré combien de temps, comme ça? Quelques années, du coup. Juste à 3. Ouais. Il me semble qu'au bout d'1 an, on avait embauché un freelance qui bossait part-time. Et on a, en fait, le truc, c'est qu'on a attendu d'abord de se payer nous, avant d'accepter de payer quelqu'un. Et c'est vrai que ça, c'est un des premiers conflits qu'on a eu, c'était l'argent. Parce que le truc, c'est que, avec la période de Talkus, plus la première année de l'Emlist, moi, j'arrivais à la fin de mon chômage. Okay. Donc, je commençais à plus avoir de sous. Et l'Emlist commençait à faire de l'argent. On avait encore l'argent de Talkus, parce que Talkus, on l'avait pas tué, on le continuait à le maintenir. Ouais. Et Vianney, lui, il avait une mission à part. Et en fait, le souci, c'est que moi et Vianney, on disait, il y a l'argent de Talkus, on est sur les projets depuis plus longtemps que toi, c'est normal qu'on se rémunère. Et lui, il disait, non, c'est pas normal que vous vous rémunérez si moi je suis pas rémunéré. Lui, il était au RSA quand même. Ouais. Il vivait chez sa copine. Et c'était assez compliqué. Il y a eu une grosse tension là-dessus. Et on s'est pris la tête. Et en fait, à un moment, on a fait, les gars, là, avec les projections qu'on a, combien de temps il faut attendre pour qu'on se paye tous les 3 au moins 2000 € net. Et on a fait, en fait... on peut déjà le faire. On peut quasiment le faire là. Et normalement, si la courbe continue, le mois prochain, c'est bon, c'est couvert et on est positif. Sachant que on avait des économies. Donc au pire, on pouvait toujours rectifier plus tard. Non, on va redescendre. On se paye tous 2000 net. Et on verra après. Et s'il faut rectifier, on rectifiera. Mais soyez au positif. La croissance est quand même là. Ça va pas. Comme c'est des revenus mensuels, c'est des abonnements. On savait que ça allait pas chuter d'un coup non plus. Donc il y a quand même très peu de risques. Et une courbe, au pire, elle devient plate, mais c'est rare qu'elle chute d'un coup comme ça. Ouais, donc on s'est dit, ça sert à rien de s'énerver pour ça. Et c'est vrai que ça, c'est un des premiers gros conflits qu'on a eu quand même sur le salaire. Mais c'est vrai que l'argent, c'est important. Ouais, c'est important. Surtout au début, quand on se paye pas ou quasiment pas, qu'on vit sur notre chômage. C'est ça, c'est les sacrifices qu'on fait pour entreprendre, mais on peut pas aussi rester à vitam aeternam. Cet état-là, à un moment donné, il fallait que ça change pour que tu puisses donner de la motivation pour y aller, quoi. Donc, et puis à un moment, faut pouvoir vivre correctement sans le stress de dire comment je vais payer mon loyer, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, des choses comme ça, quoi. Okay. On a la chance de jamais l'atteindre grâce au succès de l'Emlist, mais c'est vrai que si l'Emlist aurait pas aussi bien marché, ça aurait été une autre paire de manches. Okay. Mais est-ce qu'il y avait un moment où vous avez dit on va tout arrêter? Concrètement, je pense que il y a eu des conflits comme ça, quelques fois. Mais au final, en fait, une fois que la machine était lancée, je pense qu'il était trop tard pour arrêter. On se disait, on va pas lâcher ça comme ça. Parce qu'il y avait quand même de la traction dès le début, en fait. Ça marchait très bien. Ouais. On a eu une traction très rapide. Ouais. On a fait... il me semble qu'on a fait 4 ou 5 000 € d'MRR la première année, sachant qu'on avait commencé peut-être en 1 an. Ouais. Donc après avoir mis le paiement. Et... c'est 4 000 € en 1 an, c'est déjà un bon revenu de MRR, quoi. Ouais. Et comme la croissance montrait que tous les 6 mois on doublait, on savait que dans 6 mois on était à 8 000, puis après à 16. Et ça s'est vraiment montré. C'était assez incroyable. Suivre une croissance comme ça, sachant qu'en plus on a toujours été très économe, on a toujours fait attention. Ça, avec Vianney, on a toujours voulu dépenser le moins possible. On n'aime pas les boîtes qui dépensent de l'argent pour un oui, pour un non, pour un rien. Nous, on fait attention on essaie de faire toujours attention à l'argent. Ouais. Là, tu m'avais dit tout à l'heure que vous avez resté avec un serveur VH de 200 balles alors que vous atteigniez quand même. Ouais, on était resté à 2 développeurs pendant toute la première partie de la croissance. Ouais. On a atteint jusqu'à 1 million d'ARR avant d'embaucher quelqu'un, et on l'a fait parce qu'en fait, avec Vianney, on passait que du temps au support quasiment. Ouais. On n'arrivait presque plus à trouver de temps à développer des fonctionnalités où on faisait que éteindre les feux, c'est-à-dire gérer le scale ou gérer des bugs,
Et après, on essayait de rajouter quelques features à droite à gauche, mais c'était très compliqué. Ouais. Et peut-être que ça, c'était un problème, c'est qu'on a peut-être attendu trop longtemps avant de vouloir embaucher un développeur. Ouais, 1 million quand même, moi j'aurais pu... ouais. Ouais. Moi j'aurais déjà recruté 2 personnes. Guillaume avait déjà recruté à ce moment-là, et puis on avait... Ça marche. Ouais, quand même. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Léa qui aide à développer et tout ça. Donc, c'est quand même incroyable là, que vous êtes restés à 2 pendant tout ce temps-là. Et vous atteignez quand même des bons chiffres, une bonne croissance. Et en fait, c'était quoi le premier recrutement? C'était support du coup? Alors, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que le premier recrutement, c'était... il me semble que c'était notre vidéaste. On a pris un vidéaste parce que Guillaume croyait à fond dans la vidéo. Okay. Et il voulait un vidéaste pour l'aider à monter les vidéos, à faire les vidéos. C'est pour de la création de contenu. Et ça fait du coup du marketing en fait. C'est ça, c'était réutilisé. Ça lui faisait des articles. Il déclinait tout et c'était plutôt... Et puis c'était un bon move, je pense, parce que faire des vidéos à l'époque, dans des entreprises qui faisaient des vidéos sympas sur un ton différent, il n'y en avait pas beaucoup. C'était très lisse, très propre, les entreprises. Et là, il apportait un peu sa touche personnelle qui rafraîchissait un peu l'écosystème. Et du coup, est-ce que tu penses, parce que comme un profil comme Guillaume qui est très actif, très en dedans et qui veut y aller, en fait, c'est quelqu'un de très ambitieux. Ça a aidé à avoir cette croissance rapide, en fait. Clairement, on ne peut pas nier que sans Guillaume, on n'aurait pas réussi à faire le projet ou il n'aurait pas été comme ça. Okay. Je pense qu'il a énormément joué dans le développement. Et c'est là aussi l'intérêt de trouver des bons associés complémentaires. Mais c'est dur de trouver les bons associés, de leur faire confiance. Nous, au début, quand on a embauché Guillaume, plein de gens nous disent... quand on a embauché, on n'a pas du tout embauché, mais quand c'est associé avec Guillaume, il y a des gens qui nous disaient « Mais vous êtes fous, lâchez pas un tiers de votre société pour un gars qui sort de nulle part, qui a rien fait. » On avait quand même une boîte avec un projet qui faisait 7 000 € de MRR. On était à 2 à avoir bossé dessus pendant 2 ans, et lui, il venait comme ça. Qu'est-ce qui justifiait qu'il ait un tiers de la boîte? Et nous, juste, on y a cru. Et on s'est dit de toute façon, si on lui donne moins, s'il accepte, on pense que ce serait à contre-cœur et ce serait légitime. Et il se serait moins donné aussi. Et ça n'aurait pas été pareil du tout. Okay. Et je pense que ça, c'est un move qu'on nous a déconseillé et qu'on a vraiment bien fait de faire. Ok. Et c'est quoi ce que vous avez fait mieux que les autres pour que ça marche? Franchement, je pense pas qu'on ait fait mieux. C'est juste qu'on a fait différemment. Déjà, avec Vianney, nous, on a une stratégie sur le développement produit très en opposition à beaucoup de développeurs. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui aiment bien créer leur bijou. Et ils veulent qu'il soit poli, parfait. Et ils vont passer 2 ans à faire un outil parfait que personne va acheter. Nous, on a fait un truc très brut, très sale, et on a itéré dessus. Et par contre, nous, on est très agile, on itère très vite. Quand un client nous fait un retour, on pouvait avoir fait le fixe ou intégrer sa fonctionnalité si on trouvait que c'était vraiment dans la direction du projet. On le faisait dans l'heure. Et on lui disait, voilà, c'est fait, c'est déployé, tu peux y aller, fais ton truc, quoi. Et ça, déjà, en tant qu'expérience utilisateur, c'est fou. T'imagines toi faire un retour sur tes produits et que dans l'heure ou dans la journée on dit voilà, c'est fait, on a trouvé l'idée trop cool. c'est incroyable. Du coup vous avez été plus vers la croissance que le produit lui-même, quoi. C'est ça. On était très à l'écoute des utilisateurs, les early adopters, en fait. Après on écoute, mais on a aussi notre vision produit et donc on garde en tête ce qu'ils disent, mais on n'implique pas toujours ce qu'ils proposent dès la première façon. Ou en tout cas pas de la façon qu'ils le proposent. Des fois ça va nous donner une idée, on va dire ça on peut le faire différemment, ça va lui apporter la même valeur, mais pour nous c'est beaucoup plus simple, et en plus ça sera pour l'utilisateur, c'est limite ça va être automatique, ou on essaie toujours de se dire est-ce qu'on peut le faire sans une option. Alors on peut dire qu'avec Lemlist il y a des options partout et qu'on n'a pas trop suivi cette règle, mais en vrai on a essayé de le suivre le plus possible, c'est d'éviter de mettre des options, parce que mettre des options, en fait c'est un peu trahir, c'est qu'en fait on n'a pas osé trancher, et on n'a pas voulu faire une fonctionnalité, on n'a pas cru complètement dans la fonctionnalité. Mettre une option, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de le mettre ou pas, et donc c'est un peu dire on y croit mais pas trop quand même, tu vois. Alors que s'il croit vraiment,
t'es pas censé mettre d'options. Il faut essayer d'éviter les options au maximum. Ok. Est-ce que vous avez fait une erreur de produit, une feature que vous avez sortie comme ça, elle ne marchait pas? En fait, je pense que la première version de l'Emlist, c'était n'importe quoi. On a refait on s'est pris un bon coup sur la tronche quand on a sorti. C'était, en fait, dans notre tête d'ingénieur, ça paraissait super logique et super simple, mais en fait, ça laissait trop de liberté aux utilisateurs. En fait, on avait tout coupé et tout était modulaire. Ouais. Et en fait, les gens ils étaient perdus, ils ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire. Donc, on a refait toute l'interface rapidement, on a réintégré les éléments ensemble pour que ce soit plus linéaire pour l'utilisateur, pour qu'il comprenne mieux le cheminement à suivre pour créer une campagne. Logique, en fait. C'est ça. Comme tout était trop modulaire, les gens ne savaient pas comment faire, ne savaient pas l'aborder, ne savaient pas comment monter leur campagne. Okay. Et ça, c'est vrai qu'on a peut-être été un peu rapide sur cette idée et on aurait peut-être dû essayer d'avancer avec un utilisateur avant. Mais bon, c'était la première version, on n'avait pas trop de retours utilisateurs, on avait notre vision. Quand on l'expliquait aux gens, ils comprenaient. Mais je pense que ça vaut le coup quand même de faire des échecs rapides parce que ça permet de aussi rapidement de se confronter au marché, écouter les utilisateurs. Ça, c'est des conseils qu'on entend souvent, c'est s'affronter au marché, écouter les utilisateurs et puis affiner le produit par rapport aux besoins, quoi. Complètement. Ouais. Et la contrainte technique que vous avez quand même, ça reste du ban en fait ou du spam par rapport à ce que vous faites de l'emailing. Qu'est-ce que vous avez fait pour que, à part le fait de faire goutte par goutte, est-ce que vous avez trouvé quand même une secret sauce qui a permis d'avoir un produit qu'on ne peut pas copier facilement, quoi? En vrai, pas tant que ça. Nous, un des trucs qu'on avait fait, c'est qu'on ne voulait pas gérer de serveur mail. Donc, on s'est dit, on va se connecter à Gmail, ça permet de faire un prototype plus rapidement. Et je pense que c'était le bon mouvement qu'on a fait parce qu'au final, 90% des utilisateurs de l'Emlist sont sur Gmail, utilisent Gmail. Okay. Et Gmail, c'est la garantie d'avoir derrière Gmail qui a une très bonne délivrabilité et qui marche quand même très bien, qui est très stable. Et en fait, le gros travail qu'on avait justement, c'était sur toutes les petites choses à faire de configuration un peu technique pour faire que tes emails partent pas en spam. Tu vois, typiquement, configurer un SPF, un DKIM, c'est des trucs très techniques et on a essayé d'éduquer nos clients à les configurer, à les utiliser, à jouer là-dessus. Par rapport au nom de domaine, ouais. Et après, il y a un truc qui est arrivé, ça va être plus tard, qui a un peu cassé, qui nous a pas mal aidé, mais qui a un peu cassé justement le problème du spam, c'est l'Emwarm, qui est un outil qui permet de chauffer sa boîte mail. Donc l'idée, c'était de dire que si tu connectes ta boîte mail et qu'elle fait des échanges avec d'autres gens qui ont des boîtes mail aussi, ça va un peu réchauffer ton email, ça va lui donner un peu une crédibilité auprès des providers d'email. Ok, ça marche. Ah, très bien. Et le rôle de CTO en fait qu'on a au départ, c'est logique parce que c'est nous, le Techos, c'est nous qui on développe, on doit sortir le produit, mais petit à petit en fait, quand la boîte grossit, on a des responsabilités, ça change, du coup on n'a plus peut-être les mains dans le code, on a l'impression de ne plus maîtriser. Est-ce que ça te frustre cette nouvelle le nouvel environnement, le nouvel statut que tu as en tant que CTO d'une boîte qui grossisse? Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, on était 2 CTO, il y avait Vianney et moi, et que du coup, on se partageait un peu les tâches de CTO, et ça nous a permis de coder plus longtemps, mais c'est vrai que sur la fin, au bout de 4 ans, on passait soit du temps à faire des réunions d'équipe pour suivre l'avancée, soit à gérer la communication, et au final, je crois que moi, je codais encore un petit peu par-ci, par-là, et Vianney, ça faisait presque 6 mois qu'il n'avait plus touché une ligne de code parce qu'il gérait la vision produit, là où il fallait aller, les choix techniques, des choses comme ça. Et moi, je gérais un peu le jour au jour, les bugs, suivre les serveurs et compagnie, quoi. Ok. Et le management, justement, c'est que c'est un peu... c'est un peu pour ça qu'on ne se sentait plus à notre place chez l'Empire. Il y a le côté où l'entreprise devenait tellement grosse qu'on ne code plus, on ne faisait plus ce qui nous amusait, on faisait que du management. Gérer des équipes, ça n'a jamais été une grande passion pour moi et Vianney. Ouais. Même c'est super sympa d'avoir des collègues, d'avoir des employés qui vont nous aider à faire avancer le projet.
si tu arrives à un état où c'est plus juste des collègues avec qui tu travailles, avec qui tu codes, mais des collègues que tu dois manager, que tu deviens un chef, ça devient frustrant, quoi. Okay. Vraiment, quand tu aimes développer, ça devient vraiment très frustrant. Ouais, c'est vraiment un autre métier, hein, le management. Hein. Et du coup, toi, c'est quoi le CTO idéal pour toi, en fait? Dans quel sens? Dans une startup, en fait, c'est quoi le rôle que tu vois? Est-ce que le CTO ne doit pas manager des gens? Est-ce qu'il doit rester plutôt architecte technique? Mais je pense que ça, c'est plus une évolution de la société. Parce que quand la boîte grossit, à un moment, le CTO doit devenir manager. Il n'a pas le choix, il peut plus. Soit il peut devenir peut-être lead architecte, des choses comme ça, mais du coup, le rôle de CTO va être un peu repris par quelqu'un d'autre qui va gérer l'équipe, qui va sur ça, quoi. Avec cette croissance, arriver à 10 millions d'ARR en combien de temps? Donc les 10 millions d'ARR, on les a atteints en 4 ans. 4 ans, c'est rapide. Ouais, c'est très rapide. Et du coup, c'est plaisant parce qu'on a pu faire des team building de fous qu'on n'avait jamais imaginé. C'était incroyable. Ok, est-ce que tu t'es senti par rapport à cette croissance-là? Vous avez grossi. Est-ce que tu te dis, bah, là, tu as senti que tu perdais le contrôle et que tu sortais de l'opérationnel? Peut-être tu te dis, peut-être je suis plus légitime, peut-être c'est plus méritoire. En fait, ça arrive souvent en fait, quand ça grossit vite. Et tu t'imaginais pas ça, tu as le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça... Bah ça, le syndrome de l'imposteur, j'ai toujours eu. Moi, je me considère pas comme un développeur de génie. Donc, est-ce que j'ai ma place dans le projet? Est-ce que je suis vraiment légitime pour faire, je sais pas comment dire, mais pour me présenter comme un CTO? Et c'est vrai que j'ai du mal à me présenter comme un CTO. Moi, j'ai l'impression d'être juste un développeur. Et même en tant que développeur, je n'ai pas l'impression d'être un génie. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Après, quand on voit qu'il y a les employés, qu'on voit au final, notre niveau, on peut se comparer, on se dit, bon, ça va, je suis pas non plus trop largué. Après, ça dépend des domaines. Quand on a eu des employés qui étaient vraiment DevOps, qui faisaient des trucs de fou avec Ansible, là, je fais, ouais, là, c'est vraiment pas mon truc. Ils gèrent vraiment, là, c'est un autre niveau. Ouais. On voit aussi un peu ces lacunes, mais après, c'est là que je me dis, j'ai aussi un rôle un peu touche à tout. Et c'est vrai que pour le début de la création de projet, c'est extrêmement important de savoir tout gérer. Ouais. Ouais, ça marche. Et du coup, c'était voulu de ne pas être devant la scène et avec Vianney, de laisser Guillaume prendre ce relais-là le visage de la boîte, en fait. Bah, on sentait que Guillaume, lui, il était très naturel, il y arrivait, il aimait bien ça. Donc on s'est dit, on va lui laisser le devant de la scène. De toute façon, il le gère bien. Nous, on est plutôt introvertes, on n'aime pas trop se mettre en avant. Ouais. Au final, on a essayé de le faire un peu, mais ça a été... toujours un peu compliqué pour nous de le faire, quoi. Ok. Ouais, maintenant, ce que je vois, les CTO, maintenant, ils essayent de se mettre en avant pour parler un peu de technicité, parler de comment ils ont... parler de technologie par rapport à ce qu'ils font dans leur boîte, et ça permet aussi d'attirer d'autres personnes qui s'intéressent à la technologie, quoi. Donc, pas que le CIO ou les gens du marketing ou du sales qui font du contenu. Donc, Oui, complètement. Et je pense que c'est quelque chose que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir essayé de faire plus de vidéos et de m'être un peu trop concentré sur la technique, le projet, et pas avoir pris assez de recul là-dessus pour faire d'autres choses. Ça aurait été... Parce que c'est vrai que c'est important de partager aussi l'avis du CTO, parce qu'au final, comme on ne le voit pas, les autres CTO, ils ne savent pas commencer chez les autres. Et typiquement... Nous, on a une façon de faire, comme je t'ai dit, assez particulière, où on va faire des trucs un peu sales pour aller vite, on fait des quick wins, et c'est pas non plus ce qui est appris en tant que développeur, c'est pas ce qu'on apprend. On nous explique plutôt de faire des choses bien carrées, de tout tester, des choses comme ça. Mais quand tu entreprends, au début, tu peux pas te permettre de prendre le temps de faire de prendre autant de temps, et tu dois faire des quick wins, accepter de faire l'impasse sur certaines choses pour aller plus vite, parce que tu sais que quand la moitié de ton code va être jeté, parce qu'en fait tu vas pivoter au bout de 3 mois, bah, si derrière en fait tu vas jeter les 3/4 de ton code parce que tu as fait énormément de tests et compagnie, tu peux pas, c'est trop de perte de temps, quoi. Ouais, c'est ça, il faut choisir, il faut faire des choix, en fait. Ouais. Et après ça dépend du projet, parce que j'ai envie de dire, si tu fais Doctolib, on aurait fait un peu plus de tests. Tu vois. Ouais. Exactement. Et l'aventure, elle s'est arrêtée quand pour les Mélistes, pour toi? C'est arrêté il y a 4 ans. En fait, un peu après le cash out, on a beaucoup réfléchi, et en fait, un
peu pour des raisons personnelles, on s'est dit qu'on ne se sentait plus à notre place et on préférait quitter l'aventure et laisser Guillaume avancer tout ça, comme il voulait. Ok, ça marche. Et du coup, vous êtes parti de zéro. Exactement. De zéro, pas complètement, parce que on avait quand même notre cash out. Ouais. Et ça nous a permis de faire des choix. Ça nous a fait aussi prendre des pièges, parce que comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est avec l'argent, il peut vite partir et on peut vite s'imaginer qu'on va réussir parce qu'on va monter une équipe et ceci, cela. Et on a fait un peu les erreurs qu'on dit aux gens de ne pas faire. C'est de recruter trop vite, de ne pas tester assez le projet, de tester le market fit. Ouais. Typiquement, il y a presque 2 ans maintenant, on avait monté une équipe avec un designer, on avait un potentiel associé marketing, on avait vraiment monté une petite squad vachement... petite équipe de rêve, mais on s'est un peu brûlé les ailes dessus et le projet en final il est mort. On a passé un temps fou dessus et on a dépensé beaucoup d'argent pour rien, quoi. On a dépensé près de 230 000 € dessus quand même. C'est pas rien. Ouais. Et je pense que c'est un peu le piège aussi de la levée de fonds, c'est que quand tu as de l'argent, tu crois que tu peux y aller YOLO. Il y a peut-être des choses à vérifier. On aurait peut-être dû vérifier des choses avant on a été peut-être un peu rapide, quoi. On a mis un peu la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ça marche. Et du coup, vous êtes parti sur plusieurs projets. En fait, vous avez créé une boîte qui s'appelle Sacode. Exactement. En fait, avec Vianney, quand on a quitté Lemlist, on avait toujours cette idée de créer plein de projets. On savait qu'on allait recoder, qu'on allait faire des trucs pour nous. Et on a créé une société qui s'appelle Sacode, qui est un peu notre lab, qui nous permet de créer différents projets, de tester des choses. Au milieu des projets, on a créé un premier logiciel pour gérer nos mails, parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on reçoit des mails un peu... quand on est sorti de Lemlist, on recevait des mails pas mal de comptables, d'avocats, de choses comme ça, des pièces jointes à transférer, et on s'est dit, ce serait quand même cool d'avoir un bon outil pour gérer tout ça. Il y avait Front, qui est pas mal, mais il est très orienté support, et nous, on voulait plus un outil orienté pour l'équipe administrative, pour gérer l'équipe administrative. Et donc on a créé Case, mais là finalement, comme on n'a plus le projet, on a plus tous les investissements qu'on devait faire se sont calmés, on a moins de communication comme ça administrative, et qu'au final on n'a pas réussi à le vendre. On l'a un peu arrêté, et donc on a eu quelques projets comme ça. Donc c'est un Case que vous avez fait pour un besoin personnel. C'est ça. Ok. Ça marche. Et après, vous avez parti sur d'autres projets? Il y en a plein d'autres. Donc, j'avais parlé de Dokyo, qui permet en fait de rapporter le côté où on peut faire une petite tape à l'épaule de son collègue pour le contacter. Sauf qu'en remote, comment faire ça, c'est compliqué. Commencer à aller sur l'outil de discussion, sur le Slack ou le Discord, pour aller pinguer le gars, l'appeler, commencer à lui parler, ça met une friction qui fait que tu vas moins l'appeler pour des petites choses rapides. Donc on voulait un outil où on pouvait appeler un collègue en un clic et qui t'entende tout de suite. Et comme ça, s'il y a une urgence ou quoi, il le sait tout de suite. Ouais. Et s'il est disponible, il décroche. Et s'il ne l'est pas, il raccroche. Et toi, tu sais que s'il raccroche, c'est qu'il faut attendre un petit peu, le relancer autre part, et qu'il n'est pas disponible tout de suite. Donc ça marche, en fait, c'est bien quand on est en full remote. C'est ça. Et que les équipes veulent quand même être disponibles, qu'on a cette ambiance comme si on est au bureau, quoi. Donc, le truc, c'est qu'avec Vianney, on a toujours été en remote. Lui, au début, il était à Paris, moi, j'étais à Lille. Et fallait un outil pour communiquer. On avait utilisé Screenero, qui était un super outil, on a adoré ça. Sauf qu'ils se sont fait racheter par Slack et ils sont morts. L'outil a été coupé. Donc quand on a créé Lemlist, quand ils sont partis, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution. On a essayé avec Slack, tout ça, mais on sentait qu'il y avait un peu de friction. Et c'est là qu'on a décidé de créer Lemverse. Donc on s'est dit, ce serait bien de mettre un petit environnement pour recréer du lien et d'avoir un petit espace assez sympa. C'était assez rigolo parce que comme expérimentation, ça permettait aussi de voir, par exemple, un collègue qui partait, et hop, on lui courait après et on lui disait, attends, j'ai un truc à dire avant que tu partes. Et ça faisait des petites conversations que tu n'aurais pas eu en remote si tu n'avais pas ça, parce que tu n'aurais jamais su qu'en fait la personne allait quitter son poste. Et au final, quand on a quitté Lemlist, on avait bien aimé Lemverse, le côté très interaction, tout ça, mais on avait aussi une idée de faire un projet plutôt très taux productivité. Donc on a voulu créer cet outil, on l'a appelé Dokyo, et en fait avant de le créer on avait regardé, et en fait il y a eu Multi
Donc pareil, c'est vraiment le même projet, sauf qu'ils se sont fait racheter aussi par OpenAI, il me semble. Et donc du coup, le projet est mort aussi. Donc on s'est dit, vas-y, on va créer le nôtre comme on veut. Et là, on continue d'utiliser, mais pareil, on a essayé de le commercialiser et on n'a pas réussi à trouver de marché, de gens. Et en plus, on sent qu'il y a une tendance où le synchrone, les gens n'en peuvent plus et ont envie de plutôt avoir des outils asynchrones qui permettent de gérer des conversations de façon décorrélée. Ouais, là, c'est ça tend vers ça, parce que maintenant, même les gens, ils veulent plus avoir le statut, la petite pastille verte là qui dit que tu es connecté. Et les gens, ils ont horreur de ça, parce qu'ils veulent quand même être le maître de leur temps et qui disent pas que je suis là à 9h, à 18h, je fais mon travail, j'organise mes heures comme je veux, et puis le but, c'est que le travail soit fait à la fin. Donc, il y a un changement de mentalité là-dessus. Ouais. Et ça fait quoi de builder quand on a fait un gros succès? Est-ce qu'on a toujours la même sensation? Est-ce qu'on n'a pas un sentiment bizarre? C'est vrai que là, on a un peu le sentiment de se dire, est-ce qu'on va réussir à refaire un projet qui fonctionne bien? Est-ce qu'on va réussir à avoir cette émulsion? Et c'est assez frustrant de l'avoir vécu et de ne pas réussir à le régénérer. Mais après, on sait que c'est beaucoup de chance et de hasard qui ont fait que c'est aussi une partie de chance et de hasard et aussi beaucoup de travail. Mais je pense que le travail en soi ne suffit pas, parce que plein de gens ont travaillé comme des fous sur des projets qui n'ont jamais décollé pour des raisons qu'on ne saura jamais. Et c'est très frustrant quand même. Et du coup, on sent un peu plus de pression ou moins d'ego? Ouais, c'est ça, c'est compliqué, parce qu'à un moment, on est là, vas-y, on a réussi un succès, on va y arriver, et on se dit, ouais, ça va être facile, mais on a déjà créé la liste. Et en fait, non, c'est toujours aussi dur. L'entrepreneuriat, c'est compliqué, et même après avoir fait un succès, c'est très compliqué de réussir à reproduire. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont réussi à faire une fois un succès et qui n'ont jamais réussi à refaire un deuxième. C'est comme les chanteurs, en fait. Il y en a qui font des bangers sur bangers, et d'autres qui galèrent. Et on fait un, et puis... on les entend plus. On les entend plus, ouais. Et bon, peut-être que ça va être nous, mais dans tous les cas, on s'en fiche un peu, parce que nous, ce qu'on aime, c'est créer. Et au final, toute cette phase de créer des produits, d'avoir des clients, d'avoir un peu d'émulsion, c'est quand même très valorisant. On aime bien ce moment-là d'échange, et ça marche. C'est très grisant, quoi. Là, typiquement, on est sur un nouveau projet qui s'appelle Precut. C'est un outil qui permet d'aider le pré-montage. L'idée est très simple, c'est on crée un script, et plein de gens font ça sur Notion, par exemple, ou dans Google Doc. Et après, en fait, ils vont se filmer en lisant le script, et après, ils mettent tous les rushs ensemble, et ils doivent revoir tous les rushs, les redécouper, les remettre dans une timeline, alors que la timeline existe déjà, vu que c'est le script. Et nous, l'idée, c'est de remettre les rushs dans le bon ordre avec le script. Comme ça, la personne va pouvoir resélectionner facilement dans le script les vidéos, quel moment il veut, rajouter des b-rolls, pour après faire un export pour le mettre dans le logiciel de montage. Et ça, c'est un projet qu'on fait avec Mikadoul. Et franchement, on est très content. Là, on a fait la sortie il y a une semaine. On a déjà 400 inscrits. Et pour la bêta, et on a quelques personnes qui nous font des retours, donc on continue de l'améliorer, et c'est cool. C'est plutôt grisant. C'est toujours très grisant de recréer un projet, quoi. Est-ce que vous avez communiqué dessus ou pas encore? On a déjà communiqué dessus. Mikadoul a fait une vidéo dessus d'ailleurs de 15 minutes, il me semble. Et on a une petite intro pour expliquer le projet. Et il va être amené à évoluer pas mal, mais on espère que on va réussir à aider les gens qui justement font des vidéos scriptées à pouvoir aller un peu plus vite et à pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité et plus rapidement. Et c'est quoi le modèle économique? Vous avez un abonnement derrière? C'est ça, on a un abonnement, c'est 20 € par mois pour l'instant. Donc on attend de voir l'engouement, et peut-être qu'on va réajuster le tarif plus tard, une fois qu'on aura quelques clients. Et derrière, c'est quoi? Vous utilisez de l'IA pour pouvoir faire C'est ça, du DeepSeek pour faire le speech to text, des choses comme ça. Et c'est destiné à qui précisément? Ceux qui tournent des vidéos ou ceux qui font du montage? Un peu les deux. C'est surtout pour les gens qui font des vidéos scriptées. Et comme c'est pour la partie montage, ça peut être aussi pour les monteurs qui montent des vidéos de youtubeurs ou autres qui font des vidéos très scriptées. Ils ont juste à récupérer le script, mettre les rushs, et en fait, nous, on va resynchroniser le tout. Et comme ça permet d'avoir ce qu'on appelle l'ours, du coup, très facilement. Alors, moi qui fais un peu de montage pour le podcast, par exemple, si des fois je fais des vidéos comme ça, je filme une vidéo de 10 minutes, par exemple, je l'ai scriptée, je présente peut-être un projet, et que moi je fais mon montage sur CapCut.
ou Adobe, j'ai les deux. Ouais. Du coup, c'est quoi? Je vais sur l'outil et je mets mes scripts, mes rushs, et il va il va synchroniser au mieux tous les scripts. Alors, on a une petite tolérance. Comme ça, si tu n'as pas respecté mot pour mot le script, on va quand même trouver dans la vidéo les phrases que tu vas dire. Et en fait, quand tu vas faire un export, on a un XML qui peut être importé dans Final Cut. Dans Final Cut, tu as la timeline complète avec tous tes b-rolls, tous tes bouts de vidéo. Du coup, c'est Final Cut et pas autre chose. C'est pour l'instant Final Cut et DaVinci. DaVinci, ok. Ça marche. On a travaillé pour Premiere aussi, il me semble. On a fait, ouais. Parce que moi, je suis sur Adobe Premiere. Et du coup, ça facilite vachement les tâches en fait, de montage. C'est surtout la partie dérochage. Et comme ça, la vraie partie amusante et créative du montage, elle est disponible, elle est directement là, quoi. Ok. Et c'est quoi que vous avez fait différemment, du coup, pour ce projet-là, par rapport aux autres? Vous avez dit, là, j'ai pas mal d'expérience. J'avais démarré des projets au départ qui se sont cassés. J'ai fait quand même une success story. J'avais fait encore des essais derrière, mais ça n'a pas abouti. Mais là, vous dites, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça marche? Par exemple, demain, je voulais, par exemple, apprendre de ce que tu as fait là maintenant pour ce projet-là. Qu'est-ce que je devais faire? Typiquement, là, on a vraiment cherché... ça fait un moment qu'on cherchait ça. C'est un associé qui a vraiment un go-to-market. Ouais. Une notoriété, déjà. Comme Mikado a une communauté, potentiellement, sa communauté peut être intéressé par le projet. Alors, dans son cas, c'est pas tout à fait le cas parce que il a plus une communauté de designers. Les designers vont être moins intéressés par ça, mais il est comme suivi par quelques personnes qui font aussi du montage vidéo. Ouais. Mais il connaît aussi pas mal il connaît pas mal de youtubeurs. Ouais, et dans ces youtubeurs, il y en a qui font du montage, qui font des formations de montage, des choses comme ça. Et eux, ça va être des personnes avec qui on va pouvoir faire de l'affiliation et qui vont vendre notre produit. Okay. Et en fait, quand il nous a proposé ça, on s'est dit, il a un vrai go-to-market. Et en fait, c'est un peu ce qui nous a manqué dans les autres projets, c'est qu'on n'avait pas vraiment de stratégie marketing pour atteindre le marché et vendre au client. Et je pense que avoir un produit, c'est bien, mais vraiment, le go-to-market, c'est peut-être quelque chose que les développeurs vont facilement négliger et qui est extrêmement important parce que avec Vianney, on reste convaincu que le plus beau des produits, si personne ne le voit, il ne se vendra pas. Ouais, et c'est indispensable d'avoir un moyen de se faire connaître, quoi. Ok. Pas très bien. Donc, je vois Et c'est quoi l'erreur à éviter? Typiquement les sous-marins de 2 ans sur ton projet où au bout de 2 ans tu dis ah merde j'ai plus trop de chômage, je vais faire comment pour le vendre et t'as jamais cherché ça. Ouais. Et c'est ça, c'est sortir rapidement des produits et avoir vraiment un axe de comment tu vas le vendre, parce que juste te dire je vais le mettre sur Product Hunt, on va en parler, ça va marcher, ça marche pas. Il faut vraiment trouver un axe pour trouver tes premiers clients. Très puissant. Ouais, d'accord. Ok. Et si je te demanderais un skill, je pense que tu as déjà répondu ça, en fait, un skill que tu dois chercher absolument chez un CEO ou un associé, ce serait quoi? C'est... Notoriété. Ça peut être la notoriété, mais ça peut être sa vision et ses capacités à rebondir sur les idées, à réfléchir, à être... et puis à savoir convaincre les gens, je pense. Okay. C'est aussi quelque chose d'important. Parce que c'est aussi comme ça que tu vas trouver les premiers clients, c'est en les convainquant. Et si tu as un CEO qui est très convaincant, ce sera d'autant plus facile. Ok. Ok. Non, c'est logique. Et maintenant que tu dans l'art de l'IA, donc j'imagine que tu vas code aussi. On essaie de pas se faire trop dépasser. On n'a pas envie d'être les boomers de la technologie et d'être là à dire c'est quoi l'IA. Je sais qu'on a pris du retard, on a mis un peu de temps à s'y mettre, donc on est un peu lagueur encore là-dessus, okay. Mais on essaie de s'y mettre. Typiquement là, on est plus sur Antigravity avec soit du Gemini, soit du Claude, où on switch un peu les modèles pour l'instant. Et on teste, mais on l'utilise pas encore assez. Moi, je trouve que j'utilise pas encore assez. Ok. Mais comment tu la vois l'IA dans l'avenir, surtout pour les développeurs? C'est assez compliqué. Je pense que maintenant, l'ère des petits projets rapides et simples à faire est révolue. Maintenant, un médecin qui a envie de se faire un petit outil de gestion de
quoi que ce Tu soit. m'avais dit que tu connaissais quelqu'un qui Et j'ai quelqu'un qui m'avait raconté ça, qu'il avait eu un petit besoin et il ne connaît rien en tech. C'est un médecin, mais en je sais plus si c'était un kiné ou quelque chose comme ça, mais c'est un médecin un spécialisé. Et il avait vibe codé son petit outil. Et tu te dis, bah, ça aurait pu être un petit projet de niche qui a un petit marché. Et là, c'est mort. Il le fait lui-même. À la limite, il va le partager avec ses collègues et c'est tout. Et jamais il paiera pour un abonnement, pour un produit qui fait ça. Il va plutôt payer un outil qui lui permet de créer des petits outils comme ça facilement. Tout à fait. Et comment tu vois du coup l'avenir? En fait, il faut vraiment être technique, trop technique dans la rupture pour exister, ou je sais pas trop. Soit petites mains développeurs, ceux qui font par exemple de la reconversion professionnelle, c'est des gens qui codent généralement, voilà, c'est des codeurs sans cette casquette d'ingénieur, de conception, je pense qu'eux, ils vont devoir se mettre à l'IA énormément pour justement réussir à être efficace et à savoir bien l'utiliser pour pas tomber dans les pièges et qu'ils soient vraiment une sorte de coach qui va les aider à être des meilleurs développeurs. Et à terme, le problème, c'est... je pense que ça va être très compliqué de plus en plus pour tout le monde. Et il y a ceux qui vont faire de la deep tech vraiment très, très niche, très profonde, où en fait, même eux vont utiliser l'IA pour aller plus loin. Et après, tout ce qui est entre deux, je pense qu'il y a encore un marché parce que, tu vois, dans la digitalisation des entreprises, il y a encore plein d'entreprises qui sont très larguées. Et donc, il y aura toujours une long tail d'entreprises qui vont avoir besoin de développeurs parce que de toute façon, ils ne savent pas utiliser l'IA et ils sont trop en retard. Mais ça va être de plus en plus dur. Ouais. Typiquement, là, tu parlais de la recherche, de la deep tech. À GainFace, ils ont sorti un framework de multi-agents qui permet en fait de faire de la recherche à ta place. C'est-à-dire que toi, il faut juste que tu as l'idée. Tu viens avec ton sujet de ta thèse de recherche, et eux en fait ils vont la détailler pour toi, ils vont faire les expérimentations qu'il faut et t'as qu'à à suivre et à valider ce qu'ils font, quoi. Donc même ça maintenant on peut le faire avec l'IA, et après moi j'y crois beaucoup. Je me suis dit dans 3 ans les développeurs, je pense, tellement impossible d'imaginer ce qui va se passer. Il y a 3 ans, c'est quoi? C'était la sortie d'OpenAI de la première version, je crois, un truc comme ça. ChatGPT en 2022. 4 ans maintenant. 4 ans déjà. Ouais, donc dans 3 ans, ça va être les différences vont être fulgurantes, quoi. Ouais. Mais c'est quoi ton rapport du coup avec l'argent maintenant? Tu le vois comment? Comme un levier ou comme plutôt un airbag? En fait, le truc, c'est qu'avec le réemploi qu'on a dû faire, on a eu beaucoup d'investissements qui ont été bloqués on a beaucoup d'argent qui a été bloqué dans des investissements assez longs. Donc, du coup, il y a une grosse partie que je ne peux pas utiliser, qui est en attente de retour. Il y a eu pas mal d'investissements qui ont pas mal foiré. Genre, j'en ai un, là, j'ai perdu 40% de la somme. Et c'est pas encore fini. On attend de voir si on arrive à sauver les meubles. Donc, ça fait... Mais bon, après, c'est l'investissement, c'est comme ça. Moi, j'ai des contraintes. Typiquement, j'ai acheté un appartement avant de quitter l'Empire. En y réfléchissant maintenant, je me dis ça devient un peu un poids financier que j'avais pas prévu à l'époque. Et donc, j'essaie de faire attention à pas trop dépenser, mais c'est vrai je vais pas me mentir, je me suis fait bien plaisir pour mal de choses. Je me suis marié justement juste après avoir quitté, un an après avoir quitté la MIST, et on s'est fait plaisir, mais j'essaie de revenir un peu de ça et de faire un peu plus attention à mes dépenses, quoi. Ok, très bien. C'est important. Et du coup, tu t'investis dans d'autres startups ou pas? J'ai investi dans quelques startups. Pour l'instant, je n'ai pas encore de retour, mais pareil, c'est généralement un investissement sur une startup, c'est très long terme. Et quand tu fais des investissements en direct, quand tu fais du business angel, c'est la love money au final. Donc, il y a peu de chances de revoir l'argent tout de suite. Et voire jamais. faut pas se leurrer, hein. Dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est 90% d'échecs, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 90. Donc une boîte sur 10. C'est ça. Donc bon, j'espère qu'il y en a une sur les 10 qui vont réussir, et puis on verra bien. Mais, ça marche. Et toi, tu préfères scaler ou builder? C'est quoi ton... moi je pense que je suis un builder, j'adore ça, créer un projet, c'est l'engouement des premiers utilisateurs, tout va vite en fait. C'est vrai que c'est très frustrant, tu vois, typiquement au bout de 3 ans chez l'Empire,
toute fonctionnalité prend un temps fou et c'est normal. C'est parce que le logiciel a grossi, tout a grossi et t'as pas le choix que d'être lent. C'est pas pour rien que les grosses boîtes sont lentes, c'est parce que tout prend du temps. Okay. Il y a des process qui sont rajoutés, il faut être plus stable, il faut être plus sécurisé. Quand tu as 3 clients, nous au début on n'avait même pas de backup de notre base de données parce que on s'en fout. Ouais. Qu'est-ce qu'on va perdre? On perd rien de critique. De toute façon, après ça dépend des projets bien sûr, mais nous on a des projets où il n'y a rien de critique. Typiquement Dokyo, on perd la backup, on perdait les données, c'est quoi? Faut recréer des comptes utilisateurs et puis après les conversations elles sont pas stockées ou ça, donc on perd rien vraiment. Okay. Et c'est que après quand ça devient, on se dit bon là on a quand même quelques clients, on crée au moins des backups, puis après on grossit tout doucement comme ça quoi. Okay. C'est étape par étape quoi. Ça marche. Et avec Lemlist, donc vous avez été bootstrap, est-ce que tu penses vous aurez fait 10 fois si vous avez fait le levée de fonds? On a essayé d'ailleurs. Au tout début, Guillaume a été se casser les dents auprès des investisseurs pour essayer de lever des fonds. Ils ont tous refusé en disant que ça marchait pas, que c'est un océan rouge, que c'était impossible de sortir, qu'il n'y avait pas de truc qui permettait de se différencier. Mais de rien, c'est pour ça qu'il ne faut pas les écouter en fait. Mais même si tu écoutes des podcasts avec des investisseurs, ils disent, eux, ils n'ont pas la science infuse, ils ont leur vision du marché dans un moment, et eux, ça leur arrive tout le temps de dire non à des Uber, à des grosses boîtes, des gros succès, et c'est comme ça, c'est parce que c'est dur, il faut faire des choix, et tu mets tes règles, et c'est comme toi, quand tu es entrepreneur, c'est pareil, tu fais tes choix. On peut te donner des conseils, tu vas choisir de les suivre ou pas, et c'est peut-être ça qui va te faire réussir, ou peut-être ça qui va te faire un échec. Okay. Et c'est que des choix qu'il faut accepter. Ok, non, ça marche. On arrive vite sur la fin. Est-ce que, par exemple, si je te demande qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu dois commencer un projet il y a un an? J'ai compris tout à l'heure que tu m'aurais dit que tu aurais été... Tu aurais été plutôt sur l'IA dès le départ, avec coder, utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu peux me dire rien. Hein. Moi, c'est compliqué. Hein. Les échecs, ils ont tous des raisons différentes et c'est pas parce qu'on aurait fait les choses différemment que ça n'aurait pas été aussi un échec. Okay. C'est très compliqué. Mais typiquement, un des échecs qu'on a eu, c'est justement quand on avait monté l'équipe, c'est de se chauffer trop vite et d'avoir mis trop de temps. On a créé une première version de l'outil et on s'est dit ouais non, on a envie de faire un nouveau design, un truc. On a remis 6 mois pour le faire et à la fin, on n'arrivait pas à trouver de clients. Et peut-être que si au bout de la première version, on l'avait mis tout de suite dans les mains des clients et qu'on aurait attendu plus longtemps pour faire la deuxième version, on serait peut-être aperçu qu'en fait on n'aurait pas réussi à vendre et on aurait peut-être pu pivoter plus tôt ou arrêter le massacre plus tôt, quoi. On aurait perdu moins de sous. Ok, ça marche. Ouais, c'est à ce moment-là il faut avoir il faut accepter de se dire bon j'ai foiré, il faut que j'arrête, ça sert à rien d'avoir des pots cassés, quoi. Ouais. Mais c'est très dur, hein. C'est la vie d'un entrepreneur, c'est faire des choix, choisir de continuer parce qu'on va te dire il faut continuer pendant 10 ans pour réussir. Mais le nombre de gens qui ont continué pendant 10 ans et qui n'ont pas réussi est aussi grand que ceux qui ont arrêté et qui ont voulu faire autre chose et qui n'ont pas réussi non plus. Ouais, c'est très dur et il faut juste être en accord avec ses choix, quoi. Ok, très bien. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Pendant toutes ces années, c'est quoi le conseil qui a fait différent et que tu dis... Moi, je pense que je resterai sur rester flexible. Ne pas traîner pour sortir son projet, essayer d'aller vite et rester agile pour pouvoir pivoter, pouvoir changer facilement son projet, pouvoir tester des choses rapidement parce que au final c'est en testant le plus de choses que tu as des chances de trouver une accroche, quelque chose qui va marcher, le coup de génie comme ça, il va venir à force d'essais et d'échecs. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des moments de doute? Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Enfin, ça arrive, tout le monde. Hein. Tout le temps, avec tous les projets. Hein. Mais du coup, comment tu fais? C'est quoi ta routine pour en sortir de là? J'ai l'avantage, c'est qu'on est deux avec Vianney, et donc on discute, on réfléchit, on se prend du temps, on essaie de reprendre le sujet, d'apporter des choses pour voir est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose, est-ce que c'est le moment d'arrêter les frais, de se dire, bon, vas-y, on passe sur un autre projet. On essaie de rationaliser les choses, mais
c'est aussi au feeling. Tu vois, typiquement, là, LinkedIn, on l'a gardé pendant un bon moment. Mais honnêtement, ça fait quelques mois qu'on sent que le projet devient compliqué, on n'a plus assez de traction. Va falloir le tuer, on le sait. Donc LinkedIn, c'était quoi le projet En fait, LinkedIn, donc c'est sur LinkedIn et c'est un outil de prospection, mais par commentaire. Okay. L'idée, c'est de dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous prospecter en DM direct, mais tu les connais pas. Et des fois, moi, j'ai des messages de prospection en espagnol. Je parle pas espagnol, je comprends pas l'espagnol. Vraiment très mal ciblé. Et dire aux gens, prenez contact avec ces gens-là. Les gens postent de plus en plus sur LinkedIn, donc regardez leurs posts. Et mettez des commentaires pour interagir avec eux. Et après, si vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt et que vous avez réussi à créer une petite accroche avec la personne, contactez-le en DM pour essayer de prendre un rendez-vous. Ouais. Mais arrêtez de les contacter de but en blanc, comme ça, sans avoir interagi avec eux. Et donc l'idée, c'était un outil qui facilite de voir les posts des gens, mais aussi leurs commentaires, pouvoir interagir avec eux facilement. Okay. Parce que sur la plateforme, suivre des gens, c'est un enfer de pouvoir suivre. C'est vrai, quand on a beaucoup, c'est compliqué. Parce que ton feed il est toujours mélangé de plein de choses et tu peux pas suivre une personne spécifiquement. Ou j'avais déjà croisé quelqu'un qui l'avait fait, c'est que elle retire les notifications de tout le monde, elle met que les gens qui l'intéressent. Donc, du coup, elle a vraiment un feed clean. Mais alors, je pense que ceux-là, on les compte sur les doigts d'une main. Moi, je le fais. En fait, au fil de l'eau, quand je vois quelqu'un qui pose des trucs qui ne m'intéressent pas, généralement, je désactive les notifications parce que je sais que c'est quelqu'un que je connais, mais ces sujets ne m'intéressent pas forcément. Ils polluent un petit peu mon feed. Ouais, carrément. C'est une bonne pratique, je pense. Moi, c'est juste, je trouve, j'ai 4000 personnes, je pense que je n'arriverai jamais à le faire pour que ça clean mon feed. Ouais, c'est chaud. C'est compliqué, mais je pense que c'est une bonne pratique à avoir. Franchement, s'il y avait un outil qui permet de analyser les posts de chacun et dire qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il poste, qu'est-ce qu'il poste plutôt, c'est pas qu'est-ce qu'il regarde. Ouais. Et du coup, selon... donc, c'est un ingénieur, je pense qu'il pourrait faire ça. Tu lui dis, moi, voilà mes centres d'intérêt. Et s'il voit la personne en dehors de ça... ta veille... en fait, il se désabonne, mais il reste quand même en connexion. Ouais, mais je pense qu'automatiquement, c'est peut-être un peu compliqué à faire. Tu m'avais dit avec l'API LinkedIn que c'est très compliqué. Ouais, l'API LinkedIn, typiquement, on a un projet qui s'appelle Copost qui permet de faire de l'employee advocacy, donc d'aider les entreprises à mettre tous ces employés pour poster sur LinkedIn pour essayer de faire connaître la boîte et aussi partager autre chose que les vies d'entrepreneurs. Ouais. Et avec cet outil-là, on est sur l'API LinkedIn, donc celui-là, il est super clean. Le souci, c'est que l'API LinkedIn est super restrictive. Ouais. Typiquement, on n'a pas de stats, on ne peut pas savoir combien de vues tu as eu sur tes posts. Et là, ils l'ont rajouté, mais à l'époque, on ne pouvait même pas récupérer tes posts. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir que les posts qu'on avait créés depuis la plateforme, et les autres posts que tu avais postés sur LinkedIn, on n'y avait pas accès. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas ressortir tout ton feed de posts pour voir interagir, pour voir les commentaires et compagnie. Alors ça, heureusement, ils l'ont rajouté, mais c'est assez frustrant de développer avec l'API LinkedIn. Elle est très, très contrôleuse. Moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui parle beaucoup d'IA, qui disait que LinkedIn, il arrive à sa limite et qu'à un moment donné, il va être remplacé. Et en fait, il va être remplacé par plusieurs solutions. Parce qu'en fait, maintenant, LinkedIn, franchement, quand tu vas, il n'y a plus d'intérêt. C'est, comment dire, les boîtes qui parlent de trucs qui ne t'intéressent pas, des gens qui se la pètent pour des choses qui ne t'intéressent pas. En fait, tu vois plus de la valeur. C'est m'as-tu vu, en fait, après ça. Et avec l'IA, je pense qu'il va être remplacé par plusieurs briques. Lui disait ça, mais moi, j'y crois forcément. Ou moi, je pense que le réseau social professionnel de demain, c'est un réseau où, en fait, c'est plus toi qui interagis chez tes agents, qui interagit avec d'autres agents d'autres gens. C'est comme si moi je crée un agent, je lui dis voilà ce qui m'intéresse, voilà ce que je dois savoir, voilà les gens qui m'intéressent, voilà les gens qui m'intéressent pas, et c'est lui qui va faire le filtre, qui va aller discuter avec d'autres agents pour voir s'il y a des affinités. Au moment où il y a une affinité, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est intéressant, et là il t'alerte, il dit bon là j'ai telle personne, et du coup il y a un contact mutuel qui est là, quoi. Je pense que c'est là l'avenir. Je pense que ça va là. Et après, il y en a des gens qui disent je vais sur LinkedIn, j'ai envie de discuter avec des vrais gens et pas avec des agents. Ouais, mais maintenant, tu le vois parce que. Pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant, sur LinkedIn, même les grands créateurs, les gens
qui avant on le suivait parce qu'ils avaient des posts originaux, etc. Maintenant, ils font tout avec l'IA. C'est-à-dire que lui, il a son agent qui crée son qui contenu. poste, et moi, c'est mon agent qui commente et qui poste aussi. Ouais. Du coup, tout le monde utilise des agents, mais en mode secret, tout le monde fait son agent de son côté. Et on aurait pu avoir une solution avec directement, tu viens, tu mets ton agent direct, et il fait tout ce que tu lui demandes de faire. Et les autres agents regardent, et à ce moment, quand il y a une opportunité, parce que quand on est sur LinkedIn, on cherche quelque chose, soit un job, soit une opportunité, soit de s'informer, d'être au courant des nouveautés. Et du coup, rien n'empêche que tu as toutes ces informations-là sans que tu passes à scroller des heures et des heures dans le feed, quoi. C'est-à-dire que ton agent, il te dit à la fin de la journée, voilà tout ce que je trouvais d'intéressant, des informations à savoir. Voici les gens qui t'ont demandé en contact, est-ce que ça t'intéresse ou pas. Je pense que celui-là, c'est intéressant, celui-là ne sent pas. Après, voir est-ce que c'est éthique ou pas. Ouais. Là, c'est peut-être, comme tu dis, là, j'ai l'impression, c'est que en fait, LinkedIn, c'est un peu 3 produits en un, tu vois. Ouais. Et peut-être que ça va se découper parce qu'au final, regarder, prendre des nouvelles sur les nouvelles technologies, sur ce qui se fait, sur les tendances et faire du recrutement, c'est quand même 2 choses très différentes. Et est-ce que ça devrait être sur le même réseau social ? Bah, peut-être pas. Et peut-être que c'est là qu'il y a des choses qui vont se séparer et qui vont, comme tu dis, faire plusieurs outils un peu distincts. Ouais. Bon, en tout cas, merci, c'était un échange intéressant. Merci à toi de m'avoir invité. Merci pour ta transparence, ta franchise. Une question que je pose toujours à mes invités, est-ce que ça vous tente de revenir d'ici un an pour peut-être sonner où les nouveaux projets? Est-ce que ça a percé? Est-ce que vous avez réussi à avoir de l'attraction? Bah écoute, avec plaisir. J'espère que je pourrai te raconter l'avenir de Precut et que ce sera toujours le projet principal. Mais qui sait, peut-être que dans un an, il roulera bien et qu'on sera parti sur un autre projet parce qu'on est un peu comme ça avec Vianney, on aime bien lancer plein de choses en parallèle. Bah c'est beau. Et ceux qui veulent te suivre, c'est sur où? On fait comment? Soit sur Twitter, soit sur LinkedIn. Mon Twitter, c'est Pierre Noël. Ce petit jeu de mots, c'est PEERNOHE2L. Ok, je vais le mettre en description. Ouais, je pense que ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Mais en tout cas, merci. Et puis peut-être à une prochaine fois. Avec grand plaisir.